curcuma. Bonjour et bienvenue dans Bouge ton curcuma, un podcast qui vous donnera, je l'espère, l'envie de bouger, changer et reprendre votre santé en main. Je suis Cindy et chaque semaine, je vais aller à la rencontre de professionnels de la santé complémentaire, de personnes ayant entrepris des changements dans leur mode de vie ou de tous ceux qui œuvrent pour un mode de vie plus sain. Nous parlerons de résilience, de santé, de bien-être et de tout ce qui peut nous donner l'envie de bouger. Il n'y a pas de vérité absolue ou de chemin tout tracé. Chacun doit trouver et façonner son propre parcours pour répondre à ses besoins. Bouge ton curcuma. Cet épisode est réalisé en partenariat avec le Vitaliseur de Marian, un outil qui a complètement changé ma façon de cuisiner. Si vous voulez bénéficier davantage, je vous invite à me retrouver à la fin de l'épisode. Je suis en compagnie de Nathalie Desanti, qui est journaliste, auteure spécialisée en santé, psychologie et bien-être. Elle aborde notamment un sujet passionnant qui est celui du slow parenting. Pas évident de ralentir le rythme au quotidien, de gérer les enfants, le travail, les projets, les horaires. Dans son livre « Et un jour j'ai décidé de faire la tortue », elle nous donne les clés pour mieux profiter de la vie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Eh bien, merci d'avoir parlé du livre parce que c'est en effet par cela qu'on peut peut-être me présenter aujourd'hui. Mais en fait, je suis avant tout une maman qui a fait des choix professionnels il y a très longtemps parce que je travaillais en entreprise et j'avais un peu l'impression d'avoir enfilé un costume qui n'était pas pour moi, un peu comme les Barbies quand on était petite et qu'il y avait plusieurs panoplies pour cette Barbie. Et au bout de quelques années, je me suis dit, mais non, je ne suis pas faite pour ce rythme-là. J'ai un petit garçon que je ne vois pas. Le matin, je pars, il dort. Le soir, je rentre, il est couché. Donc, j'ai voulu mettre fin à ça. Et j'ai changé de métier. Et là, je suis devenue journaliste après 5 ans. Et j'ai donc vécu la vie d'indépendante pendant presque 20 ans, spécialisée dans les domaines de la santé, de la forme, du bien-être, de la nutrition. Et là encore, tout naturellement, je me suis tournée vers les enfants, les adolescents, plutôt des copains de mes enfants que j'ai commencé à aider un petit peu spontanément. Et c'est devenu évident pour moi que j'avais besoin d'avoir des outils pour mieux aider ces jeunes qui parfois se posaient beaucoup de questions et qui n'avaient pas forcément les réponses dans leur entourage. Et j'ai fait une formation de coach psycho pour enfants et adolescents. Voilà. Et aujourd'hui, mon actualité, ma vraie vie professionnelle, c'est ça, c'est un pied dans le journalisme et un pied de plus en plus important dans le coaching des enfants et des adolescents. Donc ton déclic, concrètement, ça a été ton fils ? Exactement. Alors, j'ai eu plusieurs déclics. On va dire que ça s'est fait peut-être progressivement, mais le vrai déclic, c'est quand un jour, j'en ai fait un copain d'un de mes fils qui a été orienté, de toute évidence mal orienté, et de toute évidence mal orienté parce qu'il n'avait pas la chance d'avoir des parents bien informés qui se sentaient légitimes pour réclamer de faire appel et que leur fils soit orienté autrement. Et moi, j'ai voulu m'en mêler. Malheureusement, c'était un peu tard parce que la maman avait signé les papiers et qu'on l'avait menacée à l'école en lui disant « Si vous n'acceptez pas cette orientation, de toute façon, votre fils n'aura plus de place nulle part », ce qui était totalement faux. Et là, face à cette injustice, je me suis vraiment, en effet, c'était un vrai déclic où là, je me suis dit non, j'ai envie, moi, il n'y a pas de « il faut », mais j'ai envie d'aider des jeunes pour qu'ils ne se retrouvent pas dans ce genre de situation. Et ça a été là mon déclic de ok, je veux le faire, mais je veux le faire bien, donc j'ai besoin d'outils, donc je suis une formation pour... Il n'y a pas qu'une question de légitimité, même si elle compte, surtout pour des parents qui viennent demander de l'aide, ça les rassure, mais au-delà de la légitimité, c'était vraiment de moi me sentir apte en ayant des outils qui me rassurent quelque part sur le fait que j'allais pas leur dire trop de bêtises, c'est surtout ça. Et donc, tu t'es spécialisée en PNL ? Alors, j'ai fait ensuite une formation de PNL. J'avoue que j'ai fait le premier niveau. Je me suis arrêtée là. J'ai trouvé ça très intéressant. Certains vont jusqu'à maître PNL où c'est 4 années de formation, enfin 4 niveaux de formation. Moi, je me suis arrêtée au premier niveau parce que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Mais pour moi, ça reste un outil. Et j'ai plutôt envie d'approfondir la psychologie au sens plus large et plus intégratif. Et c'est pour ça que là, j'ai démarré un cycle dans une école de psychologie, de psychothérapie qui s'appelle l'EEPA. Et là, je suis partie pour 5 ans
Alors, c'est pas 5 ans à temps plein, fort heureusement, c'est compatible avec toute vie professionnelle. Mais ce qui est magique, c'est que ça vient nourrir ma réflexion, ça vient nourrir ma démarche en tant que coach. Et voilà, donc là, je redémarre un nouveau cycle, comme si, avec la même excitation et le même enthousiasme que si je démarrais mes études après mon bac, quoi. Et c'est vraiment délicieux. Bah, c'est bien de se reconvertir avec passion, quoi. Oui, mais c'est une chance Oui. d'avoir cette espèce de bouffée de pensée de temps en temps où je me dis « Oh tiens, quand je serai grande, je ferai ça ». Et puis d'un seul coup, j'ai la raison qui me dit « Mais non, tu es grande déjà ». Et puis après, je reprends le dessus en disant « Ok, je suis grande, mais j'ai envie, pourquoi pas, de reprendre ou de continuer ou de faire une bifurcation, en tout cas dans quelque chose qui est cohérent pour moi ». Et donc, la PNL, si on peut juste en dire quelques Bien mots, sûr. c'est une programmation neurolinguistique, ça veut dire quoi C'est ça. exactement ? Alors en fait, c'est un terme quand même un petit peu complexe, mais plus simplement, c'est un outil qui part du constat de l'existence de schémas, de systèmes. Alors on connaît tous des schémas négatifs dont on veut souvent sortir. En fait, la PNL, c'est un petit peu le contre-pied, c'est-à-dire qu'on utilise des outils qui viennent justement travailler sur des schémas positifs avec une technique la plus connue qui est la technique de l'ancrage, où en fait on travaille sur, ça peut être de façon kinesthésique, par des gestes, mais aussi par des mots, des postures que l'on adopte en face de la personne que l'on essaie que l'on souhaite rassurer ou aider, ou à qui on veut donner un petit peu plus de confiance en elle. Et en fait, on met en place un certain nombre de mécanismes qui vont ensuite aider cette personne à réutiliser, à remettre en place des mécanismes quand elle sera seule, pour retrouver un espace de sécurité, pour se rassurer et pour dépasser souvent des peurs. Donc ce sont des outils, mais vraiment fondés sur ce principe de système que l'on essaie d'ancrer pour que c'est pas de la manipulation mentale, mais c'est quelque chose de très positif, mais en même temps de très concret. Donc c'est un outil intéressant parce qu'il vient justement renforcer des schémas positifs pour retrouver une certaine sérénité, une confiance en soi. Qui fonctionne à la fois sur des parents et sur les enfants ? Absolument. Qu'on peut utiliser tout à fait sur des parents et des enfants. Un exemple qui est une sorte de logique, de bon sens, mais qui est vraiment assez caractéristique de ce qu'on peut faire en PNL. J'avais la fille d'une amie qui était paniquée à l'idée d'arriver en retard à l'école. Et vraiment, ça lui donnait vraiment des angoisses, et elle a travaillé en PNL avec une personne, alors c'était pas moi à l'époque, mais parce que j'étais pas encore formée, mais une personne qui l'a mise en situation et qui lui a fait vivre chaque instant en fermant les yeux, en disant bon, alors on imagine, c'est le matin, tu te réveilles, tu t'aperçois que en fait tu es en retard parce que ta maman s'est pas réveillée non plus et que personne n'a réalisé que c'était largement l'heure de partir à l'école. Et à chaque fois, elle lui demandait et alors, l'étape d'après, qu'est-ce que c'est ? Et ensuite, et alors, et qu'est-ce que ça te fait ? Et comment tu te sens émotionnellement ? Et en fait, d'étape en étape, la praticienne l'a fait arriver jusqu'à tu arrives à l'école ? Et alors, que se passe-t-il ? La maîtresse voit que tu es en retard. Et alors ? Et en fait, en déverrouillant tout ça et en décodant les émotions au fur et à mesure, la petite fille s'est aperçue que, en fait, c'était pas grave et qu'il ne se passerait rien de dramatique si, en effet, elle arrivait en retard à l'école et que la maîtresse l'accueillerait en classe, et que voilà. Et donc, il y a des petits mécanismes comme ça. Donc ensuite, elle lui avait fait faire des exercices de respiration, de visualisation positive aussi, parce que c'est tout un mélange finalement de techniques. Et elle a complètement désamorcé sa peur d'arriver en retard à l'école. Voilà, donc un usage très simple finalement, et qui se rapproche, comme je disais, du bon sens, où finalement on a pas mal de parents qui sont tout à fait capables d'avoir l'idée de faire ce genre de choses sans forcément passer par un coaching de PNL. Oui, bon, c'est pas mal de... Mais c'est bien. Oui, bien sûr. C'est bien de pouvoir en faire usage si on ne sait pas quoi faire, si on est démuni, et se dire je vais demander de l'aide à quelqu'un qui sait faire. Finalement, c'est très utile, et en même temps, ça démystifie parce qu'on s'aperçoit qu'on peut aller voir un praticien pendant quelques séances et ensuite avoir soi-même les bons réflexes qui s'installent et aller piocher dans la boîte à outils qu'on nous a mis à notre disposition. Donc les gens viennent te voir en fait dans ton cabinet, tu reçois des parents et des enfants ou adolescents. Tout à fait. Et ils viennent sur une problématique particulière ? Oui, alors quand ce sont les parents, c'est souvent soit une angoisse de ne pas y arriver. Alors arriver à quoi, où, c'est toujours la question, mais en général ce sont les résultats scolaires qui sont pointés du doigt, parce que
C'est un constat, c'est comme ça, mais les enfants, les adolescents, même les étudiants, en général, se définissent ou sont définis à travers l'école. Et d'ailleurs, quand on voit un enfant, en général, on lui dit « Et ça va, ça se passe bien à l'école ?» Un plus grand, on va lui dire « Et ça va, ça se passe bien les études ?» Et en fait, c'est un réflexe qui souvent est bienveillant parce qu'on veut s'intéresser à l'enfant ou aux jeunes que l'on a en face de soi, mais on s'aperçoit qu'on ne lui demande jamais, en première question, en tout cas en première intention, on ne lui demande jamais ça va, ta vie perso, qu'est-ce que tu fais le week-end, qu'est-ce que tu as vu comme expo, qu'est-ce que tu aimes voir au cinéma. D'ailleurs, il serait assez désarçonné si on rencontrait un jeune pour la première fois chez des amis, des enfants d'amis, qu'on lui posait ce genre de questions. Donc tout ça pour dire que les parents qui emmènent des enfants ou des ados, c'est 9 fois sur 10 pour une problématique scolaire. Et des ados ou des jeunes adultes qui viendraient seuls, c'est aussi en général soit parce qu'ils se sentent un peu perdus, ils se demandent s'ils ont choisi les bonnes études, s'ils sont sur le bon chemin. Et j'ai même des jeunes adultes, et même maintenant des adultes tout court, qui viennent me voir avec finalement la même problématique qui est toujours liée à cette question qui est est-ce que je suis bien à ma place ? Est-ce que je sais faire ? Est-ce que je vais y arriver ? Et ça pose aussi la question de toute la pression sociale que l'on met sur chacun, que ce soit un enfant, un adolescent ou un adulte en fait. Oui, bien sûr. On porte tous en nous cette pression qu'il faut gérer. Et puis cette façon de se définir aussi par rapport aux attentes de l'autre, avant de se définir par rapport à nos propres attentes. Oui. Et donc ralentir le rythme, le slow parenting, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi les clés du succès ? Comment ça fonctionne ? Alors, je pense que c'est... j'ai beaucoup de parents qui m'ont dit, mais c'est embêtant, c'est risqué de ralentir, on peut louper des choses, et qui ont un petit peu peur que l'on confonde de slow parenting, ou en tout cas ralentir avec ne rien faire. Et ne rien faire, c'est faire néant, c'est être fait néant, et c'est un peu la peur panique de plein de gens, de plein d'individus, c'est d'être qualifié de fainéant. C'est quand même reçu comme une insulte. Et donc, je les rassure en leur disant que c'est plus une question de tempo et de respect de son propre tempo et du respect du tempo de ses enfants. Et le slow parenting, ça commence par ça, c'est réaliser, prendre conscience que notre tempo en tant que parent n'est pas le tempo de nos enfants. Je prends un exemple tout simple et qui est vraiment très quotidien et qui parle forcément à tous les parents. Quand un parent décide que c'est le moment de passer à table, par exemple, en général, on appelle nos enfants à table, les enfants à table. Et il faut que ça soit en général immédiat. Voilà, ou quasi, tu as tout compris, ou quasi immédiat. Et en fait, souvent, les parents s'agacent parce que les enfants n'arrivent pas assez vite. Mais pourquoi ? Parce que l'enfant ou les enfants étaient dans leur activité, quelle qu'elle soit. Et même si c'est regarder un film, en fait, peu importe, ils sont en train de faire quelque chose. Ils ont un rythme qui n'est pas le nôtre et peut-être qu'eux, il leur faut 5 minutes pour sortir de leur activité, pour éteindre la télé, pour finir un dessin, pour finir de mettre un pyjama, que sais-je, pour finir ou pour terminer ce qu'ils étaient en train de faire. Et c'est ce respect-là, en fait, qu'il faut retrouver. C'est ce respect de « j'ai mon tempo de parent, mon enfant a son tempo d'enfant », ils ne sont pas superposables. Après, on vit des choses ensemble, donc on superpose nos tempos, mais toujours avec cette idée de respect du tempo de l'enfant. Comme lorsque l'on marche dans la rue avec son enfant. On fait des grands pas, il fait des petits pas, on peut marcher à la même allure. Mais il faut avoir conscience que notre petit va se fatiguer beaucoup plus vite que nous parce que s'il veut nous suivre, c'est un effort. Donc peut-être que c'est à nous, l'adulte, qui connaît justement toutes ces nuances, c'est à l'adulte de faire ce pas vers l'enfant en disant « Bon, moi j'ai besoin d'aller vite, alors soit je le porte, soit je fais un pas vers lui, c'est-à-dire que je ralentis un petit peu parce que lui il fait un effort pour marcher presque aussi vite que moi. » Donc c'est toujours cette idée de respect, de conscience en fait de ce tempo, de ce double tempo. Pour moi, le slow parenting, ça démarre là en fait. Oui, c'est des situations très concrètes. On voit souvent des enfants pendus au bras de leurs parents, en train de galérer. Et on l'a tous fait. Mais bien sûr. Moi, j'ai des vrais souvenirs de mon bras tendu avec ma maman qui marchait très vite et d'avoir fait la même chose avec mes enfants où pour leur bien, je partais vraiment le plus tard possible pour les emmener à l'école, pour qu'ils profitent le plus longtemps possible de leur petit déjeuner à la maison. Et comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, parce qu'après, on partait comme des fusées, on habitait vraiment très près de l'école, mais ce chemin entre la maison et l'école, tous les matins, j'avais l'impression que c'était un accouchement au forceps. Mais vraiment, hein.
Et tout ça, ça a pris du temps, mais quand j'ai réalisé que je leur faisais manquer de souffle à force de courir comme ça a été en effet des petits déclics. Donc concrètement, comment on le met en pratique, le slow parenting ? Eh bien concrètement, c'est déjà en regardant son agenda de parent, en regardant aussi l'agenda de l'enfant, alors même s'il n'a pas concrètement son agenda exaconta comme la maman ou son filofax des années 80 avec des sous-parties, mais on regarde son propre agenda et on regarde le planning en fait que l'on a choisi pour ses enfants. Alors il y a le choix, il y a l'école, quand les enfants sont scolarisés, donc là c'est plus vraiment un choix, mais on regarde et on essaie de faire un petit pas de côté en se demandant si cet agenda est vraiment respectueux de ce fameux tempo. À savoir, parfois on a des mamans qui ont des activités multiples dans la semaine de leur enfant. On trouve que c'est super sympa parce que c'est riche, et en effet, ça part d'une bonne intention, c'est riche, mais c'est important de se poser la question, et si on voit que l'enfant est un peu fatigué, aussi de lui poser la question, pour s'assurer que toutes les activités que l'on a décidées étaient vraiment des activités que l'enfant avait choisies. Donc ça commence par ça. Son agenda de parent, on le regarde aussi en se disant « moi je cours tout le temps et finalement ça a des répercussions sur mon enfant parce que je le fais aussi courir, je le dépose à droite, je le dépose à gauche, moi entre-temps je vais faire ça. Et forcément quand je cours, je suis stressée, je suis fatiguée, donc ça a des répercussions sur mon enfant. Et si je regardais mon agenda aussi en regardant si je peux le rationaliser, je peux enlever des choses qui sont finalement pas nécessaires. Et ça, pour moi, c'est aussi une première étape de slow parenting à mettre en pratique de façon très simple. C'est, tiens, je profite du week-end qui va venir pour regarder si mon agenda est cohérent. Et même, je regarde celui des semaines précédentes, où je sais que j'ai tellement couru cette semaine-là et j'essaie de me remémorer pour regarder si j'avais moyen de faire autrement. Bien sûr. C'est vrai qu'on a toujours tendance à surbooker, même les activités des enfants au final. Exactement. Jusqu'un jour où moi j'ai demandé à ma fille qui va au conservatoire et qui me dit « mais maman, je l'ai pas choisi en fait le conservatoire ». Alors que moi j'étais persuadée que si, Ouais. mais au final elle m'a dit que non, et je me suis rendu compte que effectivement, comme les choses s'étaient présentées, c'était pas elle qui l'avait décidé. Mais c'est super qu'elle l'ait dit. Elle l'a Parce dit. qu'elle a 6 ans, donc bien sûr. elle n'est pas si grande que ça. Non, et pas du tout. Souvent, c'est un âge où les enfants, si on ne les interroge pas, d'eux-mêmes, on veut pas. Alors parfois, il y a des phrases qui sortent comme ça très spontanément et qui d'ailleurs nous jouent un petit peu les révélateurs. Mais souvent, quand on ne leur demande pas, ils ne vont pas aller au-devant parce qu'ils ont toujours peur de faire de la peine finalement à leurs parents qui ont l'air d'être tellement contents de les emmener à la danse, au poney, au piano, au tennis. Oui, alors que là, c'est une contrainte pour toutes les deux en vrai. Donc au final, l'année prochaine, ça se passera mieux. Et quel soulagement. Oui. Et c'est ça, bravo, parce que c'est ça du slow parenting, c'est de pouvoir se poser la question ensemble. Est-ce que tu aimes vraiment ce que tu fais ? Parce que tu sais, tu peux ne pas aimer et puis surtout, tu peux me le dire et on peut décider ensemble que ça s'arrête. Alors là, on en arrive au sujet complexe de la culpabilité, dont on a parlé un peu tout à l'heure hors micro, mais c'est une question qui, je pense, intéresse tout le monde. Bien sûr. On culpabilise en permanence, et les enfants aussi, finalement, comme tu viens de l'expliquer. Oui, c'est vrai. On a envie de faire plaisir aux parents, nous, on a envie de leur faire plaisir, on se sent à chaque fois coupable de choses qu'on ne maîtrise pas du tout. C'est vrai. Comment on gère ça ? Alors déjà, comme tu l'évoquais tout à l'heure, et c'est vrai, on en parlait, la culpabilité, c'est certainement quelque chose que l'on porte depuis des générations et générations, je dirais presque, ça remonte jusqu'à nos origines. Certains diraient c'est depuis l'histoire de la pomme et d'Adam et Ève, ou qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Et finalement, oui, on peut tout à fait se demander depuis quand on porte cette culpabilité en filigrane. Donc après, concrètement, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais ce que moi je dis aux parents, je commence toujours par ça, c'est faites comme vous pouvez. Et on fait toujours comme on peut. Et on fait de son mieux avec ce que l'on est, avec ce qu'on a reçu de ses propres parents, de sa propre éducation. On a aussi l'impression, quand on se retourne sur l'éducation qu'on a donnée à nos enfants, qu'on a fait des erreurs. Donc on culpabilise, comme tu le dis. C'est se dire déjà, accepter que toutes ces erreurs, en fait, c'est comme une médaille, c'est la face cachée de quelque chose de positif. Et que si on a eu l'impression d'avoir mal fait quelque chose, ça c'est vraiment le principe de la culpabilité, c'est mal ce que j'ai fait, et on se dit waouh, je suis coupable. Exactement, ça tombe comme un couperet, comme un jugement, comme si on était à son propre procès. C'est se dire, eh bien,
c'est une opportunité pour moi de découvrir autre chose. J'ai peut-être l'impression que j'ai raté quelque chose avec mes enfants. Eh bien, je vais transformer ça. Si j'ai l'impression que je vais trop vite ou que je leur impose des rythmes qui sont étouffants pour eux, c'est exactement ce que toi tu as fait avec ta fille en disant est-ce que ça te plaît ? Est-ce que tu as choisi ? Eh bien, c'est ça. Il n'est jamais trop tard, finalement, pour poser la question ou se poser la question. Et si des parents disent oui, mais ça fait 10 ans qu'elle fait du piano, je ne vais pas lui demander maintenant au bout de 10 ans, ça serait quelque part délégitimer les 10 ans de piano qu'elle vient de faire. Donc je préfère ne pas poser la question parce que ça serait peut-être trop douloureux de se demander si les 10 ans de piano derrière sont pour rien, ont été faits pour rien. Non, justement, c'est leur dire, si là maintenant on se pose la question, c'est que c'est certainement le bon moment de se la poser. Et les 10 ans de piano qui ont été faits, c'est jamais pour rien. Tout ce qui a été fait n'est jamais pour rien. Donc, c'est un moyen déjà de se déculpabiliser, c'est de se dire que tout ce que l'on a fait n'a jamais été fait pour rien, y compris les erreurs. Elles nous ont forcément appris quelque chose de nous et elles ont appris quelque chose aux autres d'eux-mêmes et de nous, et quelque chose dans notre fonctionnement. Donc la culpabilité, c'est vraiment important de savoir qu'elle existe, qu'elle fait partie de nous et qu'on a en effet été baigné dedans depuis très 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 longtemps, mais c'est pas la rejeter, c'est la regarder autrement en disant ok, je sais que tu es là, je sais que tu me guettes, mais moi je vais pas me construire contre toi, je vais me construire en sachant que tu existes et en essayant de faire des choix qui sont porteurs de croissance et qui nous font du bien à tous et qui nous font plaisir. Parce que souvent, la culpabilité est un petit peu à l'opposé du plaisir. Je culpabilise, donc non, je vais surtout pas me faire plaisir. Et puis, pourquoi je me ferais plaisir ? Puisque je me sens coupable, parce que forcément, j'ai fait des erreurs, donc je vais pas me récompenser. Donc, c'est remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça et se dire que, oui, le plaisir, on va le mettre au devant de tout, y compris des choses qui sont pas faciles avec nos enfants, les devoirs, le travail à l'école qu'on doit... Enfin, oui, tout ce côté de tâches à accomplir. En tant que parents, on en a, les enfants en ont aussi. C'est d'essayer de remettre le plaisir au cœur de tout ça, la joie en fait. Oui, bien sûr. La joie. Ça, c'est une démarche que nous, on peut faire en tant qu'adultes, mais au niveau des enfants. Parce qu'il y a des parents aussi qui ne fonctionnent qu'à la culpabilité. Si tu fais pas ça pour me faire plaisir, et si tu... Oui. C'est difficile pour eux. Bien sûr. De sortir de ce schéma. C'est pour ça que le travail, il est vraiment à faire au niveau des parents qui doivent prendre conscience qu'on ne peut pas être dans ce chantage permanent. Peut-être qu'eux-mêmes l'ont été en tant qu'enfants, que leurs parents ont fonctionné comme ça avec eux. Donc ça, c'est vraiment important de déverrouiller ça. On n'est pas là pour... D'abord, les enfants ne sont pas là pour nous faire plaisir. C'est nous qui sommes là pour essayer qu'on se fasse plaisir ensemble. Donc, exemple de parents qui partent à un rendez-vous médical en retard parce qu'eux n'ont pas regardé leur montre et qui ensuite disent à leur enfant « Mais vite, tu te rends compte, dépêche-toi de mettre tes chaussures, on est en retard, mais tu vas me mettre en retard. » Tu vas me mettre en retard, tu te rends compte comme tu es lent. Et ça, c'est épouvantable parce qu'en fait, c'est le parent qui se sent coupable de ne pas avoir regardé sa montre ou qui a mal jaugé le temps dont il avait besoin pour emmener son enfant à l'école ou à un rendez-vous quelconque, et encore plus si c'est le médecin, parce que là, je t'emmène pour te faire soigner, et en plus, tu me mets en retard. Donc, il y a double couche de culpabilité. Donc, on peut très bien s'apercevoir qu'on est en retard, et remettre de la joie là, c'est possible aussi. Et si on a un petit, par exemple, ça peut être de lui dire « Oh, dis donc... tu crois que... Allez, on va mettre nos chaussures toutes les deux. Au top départ, on les met et on va voir qui gagne. » Et forcément, l'enfant a hyper envie il est dans la compétition, mais amusante. Hein. Oui, et dans ce cas-là, il veut jouer. Et dans ce cas-là, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il mette ses chaussures 2 fois plus vite que vous. Alors que si vous lui dites, dépêche-toi, mais t'as vu comme t'es lent pour mettre tes lacets. Alors déjà, le stress, ça c'est un truc énorme. C'est que le stress vient couper en fait toutes nos capacités de mémoire immédiate. Et finalement, on ne sait même plus comment on doit mettre ses lacets. C'est ça. Et ça paralyse l'enfant. Donc ça, c'est un petit exemple. Mais oui, on peut remettre de la joie, même dans une tâche où il y a un loupé, où on est mal parti, où on est en effet en retard. Et puis si on a des enfants plus grands ou des ados, c'est dire écoute, j'ai pas fait vraiment attention à l'heure, là on est un peu dedans, donc à ton avis, tu penses que c'est gérable 10 minutes de retard? On va essayer de pas déborder, mais qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'il vaut mieux qu'on prenne la 12, qu'on prenne la 14 et qu'on change à Montparnasse? Enfin, voilà, et qu'on mette l'enfant dans cette espèce de complicité de ouais, ok, je suis en retard, mais
on va s'en sortir. C'est pas grave, en fait. Dans tes exemples, tu parles beaucoup de retard, donc ça, c'est un problème récurrent. C'est un problème récurrent, alors c'est certainement un problème que moi j'ai beaucoup vécu et qui m'a fait mettre mes enfants sous pression, donc c'est quelque chose que je connais bien, mais c'est en fait un sujet aussi qui m'a été souvent apporté sur le tapis de parents qui sont venus me voir, et je pense que c'est pas un hasard non plus, hein, on doit souvent attirer quelque part des schémas qu'on connaît soi-même, mais il y a d'autres moyens, mais pourquoi j'en parle aussi, c'est parce que ça rentre vraiment dans le quotidien, cette course permanente. Où, même si c'est pas du retard, c'est le fameux timing, c'est les horaires à respecter. Si tu regardes bien une journée, que ce soit nos journées de parents, d'adultes, d'enfants, finalement, l'heure est au cœur de tout. Donc même si c'est pas le retard en tant que tel, c'est la pression de l'horloge. On a toujours besoin de faire rentrer notre quotidien dans les entre-deux aiguilles. Et c'est quand même extrêmement inconfortable. Alors oui, c'est la société. On peut pas être totalement hors horloge. Sinon, on est désocialisé. Hein, mais c'est, là encore, c'est rentrer entre deux horloges, mais de façon plus douce. On ne peut pas ne pas considérer ces deux aiguilles d'horloge parce qu'on ne peut pas demander au monde de s'adapter à nous en permanence. Hein. On a tous des engagements, des rendez-vous. Là, on avait rendez-vous toutes les deux. Si tu étais arrivée et si tu étais restée à m'attendre pendant 15 minutes, même si je t'avais dit j'étais devant un cerisier japonais qui perdait ses pétales, j'ai trouvé ça super joli et j'ai voulu regarder le spectacle pendant un quart d'heure, tu aurais peut-être trouvé ça très mignon et très poétique, mais ça n'aurait pas été cool pour ton organisation à toi. Donc, on peut être dans cette poésie de la vie, dans ce slow, dans cette capacité à s'émerveiller des petites choses et à prendre le temps de s'arrêter pour les regarder. Mais néanmoins, on est quand même toujours obligé de respecter nos engagements et de respecter l'emploi du temps de l'autre. Donc, c'est en ce sens que je parle peut-être de retard parce que finalement, les parents, dans ce fameux slow parenting, s'il y a bien un endroit où ils ont envie d'être apaisés et adoucis, c'est dans ce rapport au temps. Et là encore, un exemple très simple à mettre en place, quand on a un enfant qui rentre le soir et qui a des devoirs à faire, qui a un devoir de maths, par exemple, si on lui dit dépêche-toi, fais ton devoir, je te préviens, dans 15 minutes, on passe à table, il a peut-être besoin de 30 minutes pour faire son devoir. Donc c'est un peu castrateur en tant que parent de lui imposer ce temps qui est le nôtre, parce que nous, on a juste ce temps-là entre maintenant et le moment où on va sortir le plat du four. Mais c'est pas juste. Donc c'est peut-être lui dire, écoute, je te propose qu'on fasse ton devoir en 2 temps. Si ça te va, on va dîner là dans 15 minutes. Je pense que si j'ai regardé ce que tu avais à faire, tu as besoin de 2 fois ce temps-là. Donc on dîne et puis après on fait la deuxième partie après. Ou bien décider de dîner un petit peu plus tard. Mais je veux dire, c'est toujours être dans cette petite négociation bienveillante et respectueuse pour s'assurer que le fameux planning, le fameux emploi du temps n'est pas une contrainte douloureuse pour qui que ce soit. Parce que oui, c'est une contrainte. Hein. On vit dans une société où on est bercé, si je puis dire, par des horaires. Mais faire en sorte, des contraintes et des horaires, et faire en sorte que ces contraintes soient acceptables et pas inconfortables, ou le moins possible en tout cas. Est-ce que, selon toi, cette approche d'un rythme de vie plus lent influe sur notre santé ? Ah bah ça, j'en suis certaine. J'en suis certaine, à commencer par le stress que ça implique. Quand je prenais ces exemples tout à l'heure, le fameux stress du « dépêche-toi », qui est quand même une phrase universellement prononcée par, pas forcément que des parents, des parents, des profs, même en réunion, dépêche-toi, il y a la réunion, dépêche-toi, on t'attend en 5e. Le dépêche-toi, c'est quand même quelque chose d'universel. Alors, il y a le stress positif. On a besoin de cette petite poussée de cortisol qui va donner le bon influx à nos muscles pour qu'on se mette à partir plus vite. C'est notre cerveau reptilien qui, grâce auquel on peut courir face à un danger. Donc ça, c'est le bon stress. Mais si c'est répété en permanence et de façon inappropriée, finalement, on se retrouve avec un excès de cortisol dans notre corps et c'est très mauvais. Donc oui, forcément, ça influe sur notre santé. Et ce respect de soi que l'on commence à avoir en ayant ce regard bienveillant sur
les contraintes qui peuvent devenir un petit peu plus douces, c'est déjà une façon de prendre soin de sa santé. C'est pour moi un premier pas vers une prise de conscience du mieux-être et donc du mieux-être en meilleure santé. Ouais. Est-ce que toi, ça a changé ton rapport à la santé, de le mettre en pratique ? Ah bah bien sûr, parce que dans l'idée du slow, il y a vraiment l'idée sous-jacente, et même plus que sous-jacente, vraiment présente, de la pleine présence. On parle beaucoup de pleine conscience et c'est très à la mode, mais si on veut rendre cette notion très accessible à tout le monde, c'est tout simplement de dire soyez présent à ce que vous faites. Et moi, ça a changé, parce que même pour préparer un repas, j'ai eu une époque où je travaillais beaucoup, pas chez moi, j'avais des horaires, je rentrais tard et je préparais mon repas à toute vitesse en pensant à 10 000 choses que je n'avais pas faites aujourd'hui, que je devrais faire demain et de ce que j'allais faire dans une heure parce qu'il fallait que je m'occupe de mon fils, etc., etc. Et finalement, j'étais pas présente au repas que je préparais. Et quand j'ai commencé quand j'ai été journaliste et que j'ai commencé à interviewer des personnes qui étaient actrices de cette bonne santé, notamment en naturopathie, j'ai rencontré beaucoup de naturopathes que j'ai interviewés qui, moi, m'ont fait vraiment prendre conscience de certains impératifs, pour moi en tout cas, qui étaient notamment de prendre le temps de préparer un repas. Et quand je prépare un repas, même si finalement je veux lui accorder le même temps de préparation, mais je vais être pleinement concentrée sur ce repas que je prépare. Et j'ai pris conscience que si je le préparais en ne faisant que ça, j'y mettais une intention, j'y mettais de l'amour, parce que je le préparais en étant vraiment présente à l'idée que je le préparais pour les gens que j'aime, et aussi pour moi, et qu'on allait partager ce repas ensuite. J'ai été convaincue que ma salade n'avait pas le même goût, qu'elle avait un meilleur goût si je le préparais comme ça. Donc ça a commencé par des petits déclics comme ça. Et quand on m'a aussi expliqué que boire un verre d'eau en pleine conscience, en se disant que je buvais de l'eau et que j'hydratais mes cellules et que je faisais du bien à mon corps, j'ai arrêté de boire mon verre d'eau en regardant mon téléphone, par exemple. Donc oui, ça a changé beaucoup de choses qui sont simples en fait à mettre en place. Et c'est pas du temps en plus. C'est ça qui est important, parce que les gens qui sont demandeurs de bons conseils n'ont quand même pas envie la plupart du temps de perdre du temps. Ils veulent être rassurés sur le fait que bon, ok, mais c'est bien beau tout ça, mais ça va me prendre combien de temps de faire rentrer un petit peu de pleine conscience ou de naturopathie ou de naturalité dans mon quotidien. Justement, c'est les rassurer sur le fait que non, ça n'en fait pas perdre et ça va même nous en faire gagner, puisqu'on va vivre en meilleure santé, donc plus longtemps. C'est ça. C'est quoi pour toi la santé ? La santé, c'est ce respect primordial du corps. C'est prendre conscience que notre corps est notre meilleur allié, que sans lui, pas de vie, et que si on n'en prend pas soin au quotidien, on n'est pas dans la pleine santé. Et que la santé, moi, quand j'étais jeune maman, la santé, pour moi, c'était le médecin. La santé, c'était le pédiatre. C'était mon armoire à médicaments bien remplie avec les bons médicaments. Et au fil du temps, en grandissant, en rencontrant des acteurs très éclairés, très concernés par la pleine santé, c'est devenu, au fur et à mesure, moins de médicaments dans mon armoire à pharmacie, plus de gestes naturels et plus de respect des rythmes naturels, de la chronobiologie, de à quelle heure je me couche, est-ce que je mange juste parce qu'il faut manger ou parce que j'ai envie ou parce que j'ai faim. C'est devenu justement plus synonyme de naturalité que ça ne l'était dans mes jeunes années. Donc pour moi, la santé, c'est la naturalité et un respect de notre corps au quotidien. Et la maladie, du coup ? Eh bien, la maladie, je pense qu'il ne faut pas la voir comme le contraire, comme l'opposé de la santé, parce que la maladie peut être amenée à nous toucher tous, de façon plus ou moins violente, de façon plus ou moins longue. Et je pense que la maladie et la santé, en fait, cohabitent. C'est-à-dire que si on part du principe que la santé, c'est l'anti-maladie, je pense qu'on nie aussi
cette capacité que la maladie a de nous dire des choses, hein, comme quand j'avais eu cette explication que en langage des oiseaux, qui est cette capacité à découper des mots pour y voir un sens second ou un sens caché, voire le sens premier. Maladie, c'est le mal a dit. C'est qu'est-ce que ça dit de nous, qu'est-ce que notre corps vient nous donner comme message à travers une maladie. Donc c'est se dire que la maladie, surtout quand elle est bénigne, hein, on a plus de capacité à l'entendre quand il s'agit de petits mots, est là aussi pour nous aiguiller sur justement la santé. Sans petite maladie parfois, on ne va pas avoir d'alarme, de signal d'alarme qui va nous dire « Ah, attention, tu ne vas pas dans la bonne direction, donc peut-être qu'il faut que tu prennes soin de toi mieux ou différemment grâce à cette maladie qui vient d'arriver. » Donc voilà, la maladie n'est pas forcément la chose à abattre, mais la chose à appréhender positivement et là encore à apprivoiser pour mieux connaître sa santé. Très belle définition. Merci. Mais penses-tu qu'il soit possible d'agir en amont de la maladie ? Oui, j'en reviens à ce que je disais sur ce fameux soin de notre corps. J'ai plusieurs praticiens que j'ai beaucoup côtoyés, que j'ai interrogés, qui m'ont dit notre corps et notre santé, c'est comme une maison dont on prend soin, et on aère tous les jours, on fait un petit peu le ménage, les poussières, pour que ce soit sain de vivre à l'intérieur de cette maison, et que ce soit pas que sain et de façon très hospitalière, mais que ce soit joli, harmonieux, plein de bonnes vibrations et qu'on s'y sente bien. Et j'ai bien aimé ce parallèle entre le corps et le chez-soi et la maison. D'ailleurs, on dit souvent que c'est très lié. Il n'y a qu'à regarder, chez moi, il y a un petit peu de bazar. Il y a un petit peu de bazar aussi chez moi, à l'intérieur de moi, mais ça fait partie de soi, hein, d'avoir des petites zones comme ça où il y a un petit peu de mystère ou de choses qui ne sont pas encore réglées. Mais je pense que, en effet, prendre soin, anticiper en amont, c'est tout à fait possible, par l'alimentation, par des choses très naturelles, la respiration, la marche, se reconnecter quand on sent qu'on va un petit peu frôler ses limites, c'est tout de suite se dire, bon, non, je ne laisse pas le stress s'emparer de moi, je ne veux pas voir se profiler un burn-out, donc je fais des pauses. Je vais marcher en forêt, et si je n'ai pas de forêt près de chez moi, c'est pas grave, je vais marcher en ville, je vais respirer, et même en ville, je trouve qu'on peut sentir des odeurs, sentir l'odeur du printemps, sentir l'odeur de la nuit, l'odeur de la pluie, c'est aller chercher cette naturalité même dans du béton, et tout ça pour moi c'est déjà de la prévention. C'est apporter à son corps des pistes pour se reconnecter, même quand ça paraît très très difficile, parce qu'on est dans un environnement qui est toxique. Ça peut même être quand on travaille et qu'on est dans un environnement extrêmement stressant, voire maltraitant, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas encore trouvé l'issue et qui sont dans un contexte professionnel maltraitant. C'est leur dire... Bien sûr, là encore, faites comme vous pouvez. Hein. Les gens qui ne sont pas encore sortis de ce système maltraitant, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas encore trouvé les ressources pour trouver un autre chemin. Mais c'est au moins de leur dire de se préserver en allant se reconnecter dès que possible, ouvrir une fenêtre, respirer. Même quand on est dans un bureau et qu'il y a un rythme infernal autour de soi, c'est prendre 3 minutes pour fermer les yeux, poser les mains sur son bureau, poser les pieds au sol et respirer en se disant « Je sens le contact de mon bureau sous mes mains, je sens le contact du sol sous mes pieds, je respire, je suis vivant, je me reconnecte à mon souffle. » Et tout ça, c'est de la prévention et c'est un moyen de prendre soin de soi, même quand on est en danger. Alors, à un moment, il faut essayer de sortir de ce danger, mais tant qu'on ne l'a pas fait, au moins, c'est par petits pas comme ça qu'on reprend le fil de sa vie et qu'on se dit j'existe, je suis vivante, jusqu'au moment où on se dit j'existe, je suis vivante et je pars de là parce que c'est trop de danger pour moi. Mais pour moi, tu vois, c'est plein de petites pistes comme ça que l'on peut faire rentrer dans son quotidien. L'alimentation, c'est important ? C'est primordial. Ça, je pense même que ça commence par là. La slow food aussi. Un esprit sain dans un corps sain, oui, la slow food. Et puis... ça, c'est vraiment un sujet qui, pour moi, est important très, très tôt. Si on pouvait sensibiliser les enfants tout de suite sur le fait que ce qu'ils donnent à manger à leur corps, c'est le premier pas vers le respect de soi.
On leur apprend à se respecter, à pas s'insulter à la récréation, de plus en plus. Enfin, je veux dire, en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui prônent ça et qui sont très sensibles au fait que les enfants doivent se parler correctement et qui eux-mêmes parlent avec beaucoup de respect aux enfants. Mais souvent, on ne va pas jusqu'au volet de l'alimentation. Et si, dès la petite enfance, à la maternelle ou même encore avant à la crèche, tout le personnel qui est en contact avec les enfants commençait à leur dire dès le départ, attention, ce que tu mets dans ta bouche, ce que tu donnes à ton corps, c'est le premier respect, c'est le premier pas vers le respect de toi, parce que tu dois nourrir avec des bonnes choses ton corps qui est ton meilleur ami, ton meilleur allié. On aurait un autre regard sur l'alimentation. Et les ados qui sont habitués à manger plein de choses horribles dans les fast-foods, à boire des sodas hyper sucrés, il ne s'agit pas non plus de les culpabiliser, parce qu'ils ont tous, à un moment ou à un autre, des envies de passer par là, ne serait-ce que par identification à un groupe, mais leur dire « Ok, tu as une envie d'un soda bien sucré et bien chimique, permets-toi ça comme un petit écart, mais au fond... sois convaincu que ce qui est meilleur pour toi, c'est de l'eau et que c'est là-dedans que tes petites cellules s'éclatent parce qu'elles sont dans une piscine d'eau pure et pas dans une piscine de soda bien sucré. Donc l'alimentation, oui, c'est vital. Et puis quoi qu'il en soit, on leur donne les bases. Donc même si à l'adolescence, ils se perdent un peu, oui, ils y reviendront. Exactement. Normalement. Oui, et c'est plutôt bien fait, parce que moi qui ai des grands enfants maintenant, qui ont 21 et 23 ans, l'autre jour j'avais une oreille qui traînait et j'étais vraiment heureuse en me disant que finalement, même en effet quand ils passent par des périodes de fast-food, ils reviennent aux fondamentaux parce que finalement on leur a donné les bases. Je l'entendais donner des conseils à un copain, comme ça, j'avais une oreille qui traînait parce que je m'en allais et ils étaient dans un coin, ils ne m'avaient pas vu et j'entendais qu'ils disaient « Maintenant tu sais combien il y a de sucre dans ta canette ?» et je me disais « Chouette, bon finalement, il y a des choses qui sont rentrées et qui sont transmises. » Et je pense qu'on a tout gagné quand on voit ses propres enfants, même s'ils ne sont pas grands, mais qui ont envie de cuisiner avec soi et qui sont là dans une envie de faire un bon repas et d'associer des bons aliments. Et là encore, j'ai mon grand qui l'autre jour s'est mis tout seul à cuisiner et qui a fait très attention de ne pas mettre trop de graisse pour faire revenir au wok ses petits légumes qu'il avait d'abord fait pré-cuire à la vapeur. Et je me dis chouette, quoi. Il y a vraiment des choses qui sont bien passées et ça fait du bien. Alors justement, toi, tu as 2 enfants. Oui. En tant que thérapeute, tu es hyper bien équipée pour l'éducation. Comment ça se passe ? Oui, alors on dit toujours que c'est le cordonnier le plus mal chaussé, hein, ça c'est évident. On dit ça, mais quand même, on fait toujours comme on peut avec ses propres enfants, même quand on est soi-même professionnel, amené à rencontrer, à travailler avec des enfants, des adolescents et qu'on a des clés. Finalement, on fait passer des choses, même si on sait que on n'a jamais la bonne distance avec ses propres enfants et que finalement, on a intérêt à demander à d'autres professionnels s'il y a un souci un jour pour avoir ce fameux regard et pour faire ce pas de côté. Mais quand même, c'est comme l'alimentation, il y a quand même des choses qui passent. Oui. Et déjà le rythme, à commencer par, je vais te prendre un exemple vécu ce matin. J'avais 2 rendez-vous, mon fils en avait un, on allait dans la même direction, donc je lui ai proposé de l'accompagner et avec sa petite amie. Il y avait un laps de temps de 3/4 d'heure, ils s'apprêtaient l'un et l'autre à faire des choses chacun de leur côté, moi j'avais une petite pause, je leur ai proposé de les emmener et avant que chacun de nous parte vers son rendez-vous suivant, on est allé faire une balade de 3/4 d'heure au bois de Vincennes et on a retrouvé des endroits où on allait avec mon fils quand il était petit. On n'était pas retourné depuis des années et on a une maman qui nous a demandé, qui était avec son petit bébé, qui nous a demandé si on voulait bien la prendre en photo parce qu'elle dit moi je suis sur aucune de mes photos avec mon fils parce que j'arrête pas de le prendre en photo mais finalement je suis jamais dessus. Donc c'est mon fils qui les a pris en photo et ensuite elle nous a dit vous voulez que je vous prenne en photo ? Et finalement on s'est pris en photo mutuellement. Voilà, ça c'est des moments slow, super sympas. Et en partant, elle m'a dit j'espère que quand mon fils aura l'âge du vôtre, il acceptera qu'on fasse des photos ensemble. Et voilà, un exemple de moments qu'on a vécu ensemble, où là je me suis dit je nous applique ce que je prône aux autres parents. Et même si j'ai un enfant qui est grand maintenant, on est capable de se créer des petits moments comme ça qui sont des
des déviations sur l'autoroute du quotidien où on va sortir, on va prendre la nationale de nos vies et on va vivre un petit moment qui est un peu suspendu comme ça dans le temps, qui était une surprise parce que c'était pas du tout prévu au début et qui fait que 1 heure après, je reçois un message de mon fils et de sa petite amie et les deux me disent « Cool, c'était chouette, merci » et merci à eux parce que ensemble on a vécu un moment comme ça. Donc ça, c'est typiquement ce que je m'applique à moi. Je me contente pas de le conseiller aux autres parce que sinon ça servirait à rien. Il faut que ce soit d'abord intégratif en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire pour déculpabiliser tous les parents qui nous écoutent et qui ont parfois l'impression de mal faire? Mais que justement, je dirais que ça nous concerne à 100% on est tous. tous pareils, oui. Et on est tous pareils. Et moi aussi, j'ai encore des moments où typiquement ce matin, j'aurais pu dire ah non, j'ai pas le temps. Et finalement, c'est se dire que il n'est jamais trop tard. Que d'abord on fait tous comme on peut, ce qu'on disait tout à l'heure, mais surtout il n'est jamais trop tard. Et quand on sait que sur le plan physiologique et neurologique, le cerveau est totalement plastique, c'est-à-dire que rien n'est figé, d'où le travail de résilience, d'où cette capacité que l'on a à changer des schémas, à sortir des schémas, à créer de nouveaux modes de fonctionnement. Eh bien, si notre cerveau peut le faire, c'est qu'on peut le faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et si on n'a jamais pris le temps avec ses enfants pour justement partager autre chose que ce quotidien qui va vite, c'est dire à tous les parents, quel que soit l'âge de leurs enfants, commencez demain, commencez tout de suite, saisissez l'instant parce que finalement, c'est pas trop tard. Et même si... l'autre jour, j'ai une maman qui m'a dit « Mais vous savez, moi, on m'a jamais fait de câlin et j'ai jamais fait de câlin à mes enfants. Mes enfants sont grands maintenant. Ça va faire bizarre si d'un seul coup, je leur fais un câlin. Ils vont même trouver ça intrusif. » Et je leur ai dit « Mais dites-leur, proposez-leur. Dites-leur qu'on ne vous a jamais fait de câlin et que là, vous venez de réaliser que ça vous manque de ne pas leur en avoir fait. Et proposez-leur et essayez et prenez-les dans vos bras. Et il ne s'agit pas de faire quelque chose d'intrusif et de violent, mais si tout le monde est d'accord, vous allez peut-être découvrir un nouveau mode de communication et peut-être que finalement, tous, vous allez avoir besoin d'un câlin de temps en temps et même si ce n'est pas tous les jours du jour au lendemain parce qu'en effet, il ne s'agit pas de calquer des schémas en disant bon, alors le câlin maintenant, c'est obligatoire, je vais vous en faire un tous les jours de 19h à 19h05, mais d'essayer des choses, de tenter des expériences et si ça marche, continuer sur ce chemin-là. Puis si ça ne marche pas, essayez autre chose. En tout cas, il n'est jamais trop tard pour essayer et pour tenter la surprise aussi. Parce que c'est bien des surprises. Et des surprises, ça réjouit et c'est justement encore un moyen de faire rentrer de la joie tous ensemble en essayant des choses nouvelles et en n'hésitant pas à parler à ses enfants en disant voilà de quoi j'ai eu peur ou voilà de quoi j'ai encore peur et voilà ce que je ne me suis pas autorisée à faire et qu'est-ce que t'en penses et si on essayait et voilà. Ils ont souvent des avis surprenants d'ailleurs. Les enfants. C'est assez chouette. Ouais. Les enfants sont nos propres guides en fait. Tu vois l'exemple que tu donnais toi tout à l'heure avec ta fille, finalement ils sont des espèces de lumière qu'on ne regarde pas toujours ou sur lesquels on ne porte pas un regard curieux et interrogatif. Et en fait, si on les écoute, ils ont le bon sens, la naïveté et la pureté. Bien sûr, oui. Parce que justement, ils ne sont pas encore empreints de tout ce poids de la société, de ce regard qu'on a nous et qui souvent un petit peu qui vient dénaturer ce que l'on ressent et ce que l'on s'autoriserait à faire si on ne passait pas par X filtre de notre regard social. Oui, et sûr. Les enfants ont ça. Donc c'est pour ça que c'est important de les écouter parce qu'en général, ils sont tellement justes dans leur préconisation et dans leurs réflexions que si on se dit « Ah oui, tiens, en fait, je vais faire comme ça. » Oui, c'est assez incroyable. La dernière fois, je m'énerve, j'étais énervée pour autre chose, mais je m'énerve de fait contre elle. Et je lui dis « Écoute, je suis désolée, je suis pas énervée contre toi. » Elle me dit « Je sais, maman. Je te remercie de me l'avoir dit. » Je dis écoute, du coup ça me déculpabilise, c'est parfait. Mais ouais, et c'est tellement touchant en fait. Ouais, c'est ça, c'est que faut s'autoriser justement aussi à vivre ces émotions là. Quand un enfant nous dit quelque chose qui vient nous toucher, c'est waouh, c'est de savourer ce moment-là, complètement, ouais. De le vivre avec eux. Mm-mm. Parce que c'est magique, c'est magique. Merveilleux. Hein. Oui, bien sûr. Ils ont des mots tellement jolis. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un petit conseil que je donne moi à mes amis, mais que je donnais justement dans mon livre. Je disais,
sortez ce petit carnet. Et là encore, il n'est jamais trop tard, parce que moi, j'avais un carnet quand les enfants étaient tout petits. Je notais les petits mots, les petites phrases, parce que j'avais peur de les oublier, parce qu'en effet, on les oublie quand même beaucoup. Replonger après quelques années plus tard dans ce petit carnet, ce sont des pépites, en fait. Ce sont des jolis mots et qui sont très souvent philosophiques. Et qui sont très heureux de réentendre eux-mêmes, d'ailleurs. Oui. C'est vrai. Mais souvent, ce sont des jolies petites phrases ou des jolis petits mots qui auraient pu être dits par Bouddha lui-même, parfois. Allons-y, osons. Oui. Eh bien, écoute, alors, si on veut approfondir, on peut te retrouver avec ton livre. Et un jour, j'ai décidé de faire la tortue. Où est-ce qu'on peut te retrouver d'autres ? Eh bien, un petit peu sur Instagram, un petit peu sur Facebook, mais slowly, parce que je ne suis pas à fond sur les réseaux sociaux, mais c'est agréable aussi de pouvoir partager quelques mots, quelques intentions, quelques idées sur ces réseaux-là. Et pour moi, le principe justement de ces réseaux, c'est de mettre en relation les uns avec les autres. Regarde, c'est comme ça que je t'ai rencontré, c'est comme ça aussi que j'ai envie de te faire connaître et de faire connaître toutes ces belles personnes qui œuvrent dans le même sens et avec cette même énergie que la tienne ou que la mienne. Donc oui, les réseaux sociaux, c'est vraiment ce moyen-là aussi de se connecter, de se mettre en relation. Et comme tu le disais tout à fait justement avant qu'on commence le podcast, on fait partie d'un tout. Et c'est ça aussi, cette prise de conscience que ce soit à travers un livre, à travers un podcast, à travers Facebook ou Instagram, c'est que chaque petit pas, chaque petite pierre, c'est pour un édifice qui est l'humanité. En fait, c'est assez joyeux et assez époustouflant de se dire qu'on fait partie de ce tout-là et qu'on va dans la même direction. Ben, c'est tout à fait vrai. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à toi, Cindy. Bouge ton curcuma. Si le vitaliseur de Marion vous intéresse et que vous souhaitez bénéficier davantage, n'hésitez pas à me contacter via le site Curcuma Box en précisant que vous êtes auditeur de Bouge ton curcuma. À bientôt pour un prochain épisode.